Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je suis Marine Pétroline et aujourd'hui c'est un grand jour puisque nous fêtons les 2 ans du podcast qui a commencé à être diffusé en avril 2021. Et pour l'occasion, j'ai demandé à mon amie et collègue de podcast, Amandine Liard, du podcast Comment tu écris, de m'interviewer pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Salut Amandine. Salut Marine et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et c'est un plaisir de pouvoir t'interviewer pour les 2 ans de ton podcast. Déjà parce que tu as un parcours hyper riche et inspirant. Et moi, j'avais envie de commencer par te poser une question très basique. Est-ce que tu peux nous résumer ce que c'est déjà les chroniques du sexisme ordinaire pour toi? Alors, je le dis à chaque début d'épisode, les chroniques du sexisme ordinaire, c'est le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins, car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ce que j'ai voulu avec ce podcast, c'est explorer les inégalités de genre qu'on ne voit pas et qu'on ne soupçonne pas. Quand on parle d'inégalités entre les hommes et les femmes, on pense très souvent aux violences sexistes et sexuelles, aux inégalités salariales. C'est des problèmes qui sont aujourd'hui connus, ça n'a pas toujours été le cas, qui sont graves, qu'il est urgent de résoudre. Mais je considère qu'il y a un continuum d'inégalités et de violences, des plus graves aux plus anodines, des plus visibles aux plus invisibles. Et moi, j'ai choisi d'aller chercher ce qui peut sembler anodin ou ce qu'on ne voit pas, et des choses où on pourrait me dire « t'as pas plus important comme combat ?» Eh ben non, j'ai pas plus important, et tous les combats, je pense, méritent d'être menés dans les inégalités entre les hommes et les femmes et dans le système hétéropatriarcal dans lequel on vit. Si on ne s'attaque pas à toutes les faces de la citadelle, on n'arrivera pas à la faire tomber. Donc il y a des personnes qui se battent et c'est nécessaire et elles font un travail incroyable sur des questions comme les violences sexuelles. Moi, j'ai choisi de me battre sur d'autres fronts tout aussi importants, je pense. Et est-ce que Marine, tu dirais que tu es une vulgarisatrice du féminisme? Complètement. C'est quelque chose que j'avais pas réalisé au début. En fait, la vulgarisation scientifique, c'est mon premier métier. Moi, j'ai fait des études de biologie et très rapidement, j'ai voulu faire de la vulgarisation scientifique. Au final, je me suis retrouvée dans les musées de sciences. J'ai travaillé au Palais de la Découverte. Ensuite, j'ai travaillé à La Réunion sur un projet d'établissement culturel sur l'eau et l'environnement. Voilà, la vulgarisation scientifique, les expos scientifiques, ça a été mon premier métier. Et j'ai réalisé, mais après avoir commencé, qu'en fait, avec les chroniques du sexisme ordinaire, je faisais de la vulgarisation d'études de genre et que la boucle était bouclée, rien n'arrive par hasard et que j'étais revenue à mon premier métier. Justement, comment tu en arrives à lancer ton podcast? Est-ce que tu peux revenir peut-être brièvement sur la genèse de ce projet? Il y a 3 éléments qui se combinent. Le premier, c'est une lente déconstruction féministe. Je pense que c'est pas très original, à mon avis. Beaucoup de personnes qui nous écoutent ont vécu ce genre de parcours où petit à petit, parce que aussi on vit dans une époque où on parle plus de ces sujets, dans cette 3e, 4e vague féministe. Il y a eu quelques éléments qui m'ont vraiment éduquée, comme Cosette, magazine auquel je suis abonnée depuis quasiment ses débuts et avec lequel ma conscience féministe a grandi. J'ai beaucoup écouté de podcasts, le classique, Les couilles sur la table, qui je pense a amené beaucoup de personnes à ces sujets. Il y a eu ce moment où je me suis dit, et moi, qu'est-ce que je fais en fait? Comment je vais au-delà? Comment je contribue à la cause? Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent aussi sur les questions écologiques. Et donc, j'avais envie de définir, c'est quoi, moi, ma goutte de colibri à ça? Et je peux pas me contenter de lire des livres et de faire du militantisme de salon en discutant avec mes amis. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, s'il devait y avoir un élément déclencheur, ça a été la lecture d'un livre qui s'appelle Femme invisible, écrite par la journaliste anglaise Caroline Criado-Perez, qui a épluché un nombre incroyable de rapports, d'études scientifiques, d'enquêtes. Elle couvre le travail, l'espace public, tout ce qui est technologique. Et puis, il y a une 4e partie sur les guerres et les crises naturelles, les catastrophes naturelles. Et elle montre à quel point l'absence de statistiques genrées, donc de statistiques qui vont distinguer les hommes et les femmes, conduit à un monde fait par et pour les hommes où, en fait, ce qui arrive aux femmes est complètement invisibilisé. Et elle va creuser très, très loin. Premier chapitre s'ouvre sur le déneigement des rues dans la ville de Karlskoga en Suède. Et c'est On le n'y pense premier... pas. On n'y pense pas. Et c'est le premier épisode du podcast. C'est un exemple, le déneigement des rues. Il y en a des tas d'autres. Elle parle des essais de médicaments qui sont réalisés sur les hommes et pas sur les femmes, des crash tests de voitures qui ont pendant longtemps été réalisés sur des mannequins qui représentent le corps des hommes et pas le corps des femmes. Énormément de choses où tous ces détails, donc sous ces inégalités complètement invisibles qu'on ne soupçonne pas et à quel point c'est dans les moindres recoins, dans tous les aspects de la vie, d'où le slogan du podcast, si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Et ça m'a vraiment sauté à la figure quand j'ai lu ce livre, qui a été une véritable prise de conscience, une vraie claque. Quand j'ai lu, je me suis dit, mais il faut que les gens sachent ça, on n'en parle pas assez de tous ces sujets, c'est fou, et ça montre à quel point c'est systémique, que ça nous entoure, que c'est un tout qui se tient, il faut en parler. Donc c'est de là que vient la ligne éditoriale, décrypter le sexisme dans les moindres recoins. J'ai pas parlé du 3e élément déclencheur.
Le troisième, c'est qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'étais dans une période de transition professionnelle un peu difficile. Bon, l'histoire classique, d'un burn-out. Avant d'être vraiment en burn-out, j'avais déjà amorcé une réflexion de où est-ce que je veux aller, quelle est ma prochaine étape professionnelle. Et c'est dans cette réflexion-là, lors d'un exercice de coaching, où on m'a demandé, de lister des choses que j'avais toujours voulu faire, qui soient pas professionnelles et de faire un petit pas vers ça, de creuser un peu ces sujets. Et je me suis retrouvée, le bec dans l'eau. Ah bah, en fait, je j'ai pas d'idée. Parce que chez moi, le travail avait pris toute la place et je l'assume complètement. J'ai adoré mon travail à cette époque. Je m'y suis beaucoup investie. Moi, je suis quelqu'un qui se réalise dans le faire et le renie absolument pas. Mais ça m'a quand même travaillé de me dire, bah merde, à quoi je réponds. Et donc, pour l'exercice, j'ai pris l'exemple de me tester au stand-up. Tiens, et si j'allais faire du stand-up à titre de loisir. J'ai lu des choses sur le stand-up et j'ai commencé à écrire. Et c'est sorti un peu une espèce de logorée, une espèce de vomi, tout un texte. Je me suis retrouvée avec une matière, en me disant, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai fait un stage d'écriture, l'école de One Man Show, où j'ai suivi après 1 an de cours. Et puis, on était en plein Covid, confinement, comedy club fermé. Donc, en fait, l'étape d'après qui était, bah, va sur des scènes ouvertes, tester tes sketchs, bah, c'était pas possible. Donc, je réfléchis, est-ce qu'il y aurait pas un autre format, une autre plateforme d'expression? Et c'est là qu'est venu le podcast. J'écoutais et j'écoute encore pas mal de podcasts. L'audio, c'est quelque chose qui m'attire, qui m'inspire. Ça me semblait plus accessible que la vidéo. Ça me semblait aussi plus safe. J'avais très peur à l'époque du cyberharcèlement. J'ai été traumatisée par le documentaire Sale pute. Si vous pouvez le voir, c'est absolument édifiant. Je me disais, bah, vaut mieux au moins un podcast, tu montres pas ta figure. Alors les gens peuvent venir, si tu as un compte sur les réseaux sociaux, venir t'embêter sur les réseaux sociaux, mais contrairement à une vidéo YouTube, on peut pas mettre des commentaires sous un podcast ou on peut aller mettre des commentaires dans Apple Podcast, mais il faut vraiment avoir envie et on se fait pas cyberharceler en faisant un podcast, en tout cas moins. Et donc, tu te lances dans le podcast. Tu viens d'expliquer en partie pourquoi. Comment est-ce que tu te lances et comment tu te projettes dans cet univers-là? Comment tu parviens à te sentir légitime finalement pour oser passer le cap, que ce soit en termes techniques ou même, tu vois, tu es dans l'écriture de tes épisodes. Alors j'ai vraiment commencé à potasser le truc quand je me suis retrouvée en arrêt maladie. Et ce projet a un peu été ma thérapie, le truc auquel je me suis raccrochée pour me détacher de ce qui était compliqué dans ma tête à ce moment-là lié à mon travail. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus sur Instagram où je raconte, et c'est vraiment le cas, hein. Je me baladais au Père-Lachaise, c'était le printemps, il faisait beau et ça m'a un peu permis de réfléchir. Et donc j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup de choses. Moi, je suis une bonne élève, une bonne petite soldate du système scolaire. Je l'ai toujours été. Donc, bah, j'ai fait mes devoirs, en fait. J'ai cherché, tout simplement, j'ai tapé dans Google comment faire un podcast, une ressource amenant à une autre. J'ai rapidement, en quelques semaines, un peu fait le tour du sujet. Je cite souvent le livre de Pénélope Boeuf, Lancer son podcast pour les nuls. Comment lancer son Comment podcast, je ouais. crois. Ouais. Voilà, donc dans la collection pour les nuls, en tout cas. J'ai aussi écouté le podcast Les coulisses du podcast par Benali Wong et Anastasia De Santis, qui est un podcast qui n'est plus actualisé. Puis elles ont ces deux jeunes femmes qui se sont lancées à titre professionnel dans le podcast et qui continuent aujourd'hui. Elles avaient fait ce podcast quand elles lançaient elles-mêmes leur propre podcast, qu'elles étaient apprenties podcasteuses, pour expliquer ce qu'elles avaient compris de toutes ces dimensions. Donc moi, ça a été une super masterclass de comment lancer son podcast. J'ai fait des formations aussi à la Cassette, qui est un tiers-lieu merveilleux à Aubervilliers sur la création sonore. J'ai fait aussi une formation au montage, parce que bah, il y a l'aspect technique, on en reparlera. J'étudie le terrain, je planifie, j'anticipe, j'essaye d'avoir une vision globale des différentes dimensions de ce qu'il va falloir faire. Ensuite, j'organise les choses. Et puis, j'ai fait un premier épisode que j'ai conçu vraiment comme un prototype, qui est donc l'épisode sur le déneigement des rues, que j'ai enregistré avec mon téléphone, que j'ai monté dans GarageBand, qui est le logiciel gratuit sur Mac. J'ai envoyé à des gens, j'ai envoyé à une centaine de personnes, leur envoyant un mail et avec un petit questionnaire, donc retour utilisateur. Donc ça, j'ai passé 5 ans dans une agence de design où on apprend à Ouais, on sent prototyper. vraiment ça. Ok, Dans l'approche. prototypage, retour utilisateur, etc. Ça me permettait aussi de tester est-ce que je kiffe de faire ça. Peut-être que j'aurais trouvé ça très désagréable et que je n'aurais pas recommencé. En l'occurrence, je me suis rendu compte que j'aimais ça, que j'étais capable de le faire. J'ai eu des retours plutôt positifs, ça m'a permis d'affiner. J'ai demandé aux gens qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a dérangé, en essayant d'avoir des retours les plus objectifs possibles. Et donc, c'est là que je me suis dit, OK, il y a un truc, c'est parti, on se lance pour de vrai. Et puis, c'était parti. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est le côté apprentissage, dont tu es vraiment adepte et qu'on sent. Tu es organisationnel pour te connaître. Je sais que vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est une organisation au carré. C'est assez génial de voir tout cet environnement-là, notamment sur ton Notion. Notion, je sais pas si je l'ai bien dit. C'est intéressant dans ton approche aussi de test and learn comme ça sur ton premier épisode.
cette construction très design thinking. Et je crois que tu en as fait justement. Bah, c'était le métier de la boîte dans laquelle je bossais pendant 5 ans, dont je suis partie et après laquelle j'ai monté le podcast. Alors moi, j'étais plutôt du côté commercial et management, mais forcément, ça a infusé. Ça m'a aussi beaucoup appris de travailler dans cette agence sur l'aspect visuel, l'importance de l'identité visuelle, de l'image. Que quand on crée un podcast, on crée aussi une marque et une image de marque. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle en marketing la plateforme de marque avant même d'avoir sorti un seul épisode. Enfin, quand je dis ça, les gens me prennent pour une psychopathe. Peut-être tu peux expliquer ce que c'est. Une plateforme de marque, c'est dans le jargon, en fait, l'identité de marque. Donc, j'ai travaillé sur Chronique du sexisme ordinaire. C'est quoi la vision, la mission. J'ai écrit le pitch Why, How, What pour les amateurs du Golden Circle de Simon Sinek. Désolée, je parle un peu Startup Nation là. J'adore l'accent. J'ai travaillé sur à qui je m'adresse, qu'est-ce que j'ai envie de dire, quelle est mon identité verbale, comment je m'adresse aux gens, quel est le ton que j'emploie. J'ai travaillé avec une graphiste pour travailler sur l'identité visuelle du podcast, qui se décline entre autres sur Instagram. Voilà, j'avais pas pu passer 5 ans dans une agence dont c'était un des éléments de l'ADN vraiment, et de faire ensuite un truc dégueu graphiquement, c'était même pas envisageable. J'ai beaucoup mis aussi d'efforts, c'était très important pour moi d'avoir une qualité sonore, donc j'ai passé du temps à OK, quel micro, à comprendre le son, faire du bon montage. Et je suis assez fière de ça parce que c'est des retours qu'on me fait régulièrement, que ce soit sur l'identité visuelle ou la qualité sonore. Et d'ailleurs, là-dessus, je peux raconter une petite anecdote assez rigolote. Vas-y, Euh, vas-y. Il y a quelques semaines, je reçois un message sur Instagram et la personne me dit voilà, je suis étudiante alors je ne sais plus si c'était socio, ethno, un truc comme ça. J'étudie les mouvements féministes et les associations féministes et leur communication. Est-ce que je pourrais venir observer votre pôle réseaux sociaux? Ah, j'adore. Ah là, c'est-à-dire, parce que le pôle réseaux sociaux, c'est moi dans mon salon en pyjama. Donc je lui réponds, puis bon, c'était une étudiante, donc je lui réponds très gentiment. Je dis bah écoute, c'est très gentil, mais le pôle réseaux sociaux, voilà, c'est moi en pyjama dans mon salon. Je veux bien que tu viennes voir, mais ça va peut-être pas t'aider pour ta recherche. Elle était toute désolée. Ah mais ça me semblait tellement pro que je pensais qu'il y avait plusieurs personnes derrière. Bah non non, ou alors c'est le service archive, c'est ma bibliothèque. Nous avons aussi dans l'entrée, à côté du tableau électrique, la box Wi-Fi qui est la DSI. Tu es Voilà. une équipe à toi toute seule. Mais on me dit régulièrement que voilà, l'identité visuelle est super clean, super pro, que la qualité sonore est aussi au rendez-vous. Et ouais, j'y ai mis beaucoup de soin, donc je suis contente. Comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que c'est un peu un mystère. Est-ce que vous êtes à plusieurs? Tu y as un peu répondu, mais je crois savoir que tu t'entoures un petit peu plus désormais. Et est-ce que tu arrives à en vivre? Oui, il y a plusieurs personnes, même si, très quand même concrètement, je fais jusqu'ici 90% du boulot, même si ça tend à un petit peu diminuer. Au début, j'ai tout fait toute seule. Assez rapidement, j'ai délégué le mixage. Alors, le mixage, c'est ce qui fait que ça sonne bien dans vos oreilles. Parce que moi, je fais le montage, c'est-à-dire que je coupe, je fais du collage, je m'éclate à dire « Ah tiens, là, je vais mettre un son de lion. Ah, l'épisode sur les toilettes, un son de chasse d'eau merveilleux. » Je sais qu'il y a pas mal de podcasteurs, podcasteuses qui aiment pas ça, surtout les gens qui font de l'interview, de la conversation. Tout à fait. Voilà. Moi, je kiffe ce côté-là. Je suis plus dans l'école où moi, ce que j'admire, c'est les gens qui font vraiment de la création sonore, qui font du documentaire, de l'enquête. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire ça, qui vont capter des sons, qui montent tout ça, qui créent des univers sonores. Peut-être qu'un jour, on travaillera sur une identité sonore plus poussée, que je travaillerai avec une créatrice là-dessus. Une sound designer? Une sound designer, voilà, bon, on verra. J'avais fait une petite formation habillage sonore, je m'étais éclatée, je me dis on peut faire tellement de choses. La formatrice nous avait montré comment faire des petites virgules sonores en composition MIDI. Bon, j'ai pas trop creusé ça parce que c'est trop de temps et qu'à un moment faut faire des choix et que pour être bon là-dedans, il faut pratiquer. Assez rapidement quand même, j'ai délégué le mixage parce que c'est un vrai métier. J'ai délégué ça à une ingénieure du son. Alice, tu nous écoutes forcément puisque tu auras mixé cet épisode. Alice Krief, sans qui le podcast indépendant français ne serait pas ce qu'il est et qui mixe beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts que vous écoutez. Merci Alice. Donc il y a eu ça, et ça c'est de l'argent que j'ai sorti de ma poche au début. Ça, la graphiste qui a fait l'identité visuelle, je l'ai payée. J'ai déposé la marque à l'INPI, donc dans le côté aussi identifier tous les aspects, je me suis posé la question de tout ce qui est propriété intellectuelle. La marque Chronique du sexisme ordinaire, la baseline. Si le diable est dans les détails, le patriarcat ici, c'est déposé à l'INPI, c'est donc protégé. Vous ne pouvez pas l'utiliser, sinon je vous envoie mes avocats.
acheter le nom de domaine. Alors, j'espère en 2024 sortir le site web, mais j'avais réservé le nom de domaine, ça fait 2 ans. Donc, tout ça, c'est de l'argent. Là où je me suis entourée aussi, c'est en création de contenu pour les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir qu'un podcast, c'est la création du podcast, faire des épisodes, c'est 50% du job, voire moins. Et le reste, c'est la promotion, la communication, créer une audience, essayer de fédérer une communauté. Et ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Moi, ma plateforme principale, ça a été Instagram, LinkedIn aussi depuis 1 an. Et en fait, c'est énormément de temps. Aujourd'hui, je tiens sur Insta à peu près 3 publications par semaine. Enfin, c'est ce que je vise. Et donc, j'ai travaillé avec une community manager créatrice de contenu qui a fait... on a commencé par de la création de contenu. Et depuis ce mois-ci, Margot gère le compte Instagram en plutôt recyclage de contenu, parce que c'est ça aussi, en fait, on peut pas être en création permanente. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix sur Instagram de recycler et d'adapter des contenus existants. Et c'est Margot qui gère la production des visuels, les rédactions à partir d'une base existante et leur programmation et la publication. Donc aujourd'hui, moi, j'établis le planning édito sur 1 mois et ensuite, elle gère et il me reste à produire, par exemple, les vidéos bandes-annonces qui sont spécifiques à chaque épisode, par exemple. Donc, je me suis déchargée de ça. Je travaille aussi avec 2 rédactrices qui écrivent ou coécrivent certains épisodes, Élise Garcia et Soraya Samet. J'ai aussi travaillé avec des bénévoles en publiant des annonces sur les plateformes Vendredi et jeveuxaider.gouv. Alors c'est un peu compliqué parce que les missions que je propose, c'est surtout de la production de contenu. Donc il faut des personnes qui ont des compétences particulières ou au moins une appétence pour l'écriture, le montage, la création de visuels et qui peuvent s'investir sur un temps un peu long. C'est pas un truc où on y passe 2 heures et puis ça y est, il y a certaines choses à comprendre, des compétences à acquérir. Et d'ailleurs, je fais plein de tutos pour que les gens puissent prendre en main des outils que j'ai moi-même appris à manier et que je connaissais pas avant. Donc c'est possible, mais ça demande un petit peu de temps. Il y a eu certaines collaborations qui ont vraiment été fructueuses, mais j'ai pas encore trouvé le modèle qui fonctionne vraiment. Je désespère pas d'y arriver. Du coup, dans ton approche, on a vraiment quelque chose de très professionnel, ne serait-ce que dans les professionnels de qui tu t'entoures. Ce qui me fait me demander justement où est-ce que tu en es du business model. Tu l'as évoqué très rapidement, mais c'est quoi ton quotidien? Comment tu fais pour te loger, en fait, tout simplement? Et puis surtout pour réussir à tenir ce rythme-là. La grande question de est-ce qu'on gagne de l'argent avec un podcast? La réponse est non. Voilà, il y a quelques podcasteurs, podcasteuses en France qui se comptent sur les doigts d'une main, hein, qui en vivent et qui gagnent de l'argent. On peut citer Clémentine Gallet et Bliss, Mathieu Stéphanie et Do It Yourself. Mais globalement, les podcasts que vous écoutez, c'est une économie très précaire. Je l'ai compris très vite. Il y a 2 modèles économiques dans le podcast globalement, qui sont le modèle économique des médias. Hein, je dirais rien de nouveau sous le soleil. C'est soit vous vendez l'attention de votre audience, c'est-à-dire que vous vendez de la pub, soit ce sont les gens qui vous consomment, qui vous lisent, qui vous écoutent, qui payent, et c'est de l'abonnement. Donc dans le podcast, ça se traduit par de la publicité, soit de la publicité de régie avec des spots préenregistrés que vous vous abonnez à une régie et c'est pas moi qui choisis quels spots sont publiés, soit vous contractez avec des annonceurs et vous faites des publicités qu'on appelle host-read. C'est vous qui dites cet épisode est réalisé grâce à la participation de les fromages de je ne sais quoi. Ce sont des fromages magnifiques, très goûtus, blablabla. J'adore ces fromages. Voilà. Bon, pour ça, il faut avoir de l'audience aussi, il faut avoir des annonceurs qui sont prêts à aller sur votre média. Quand on est sur des contenus qui sont quand même jugés militants, c'est très difficile. Moi, je me suis dit, bon, trouver des sponsors, ça va être compliqué. L'abonnement, alors ce qui se fait dans le milieu, c'est des cagnottes type Patreon, Tipeee, où les gens contribuent parce qu'ils trouvent que c'est chouette, mais le modèle fonctionne quand c'est comme dans le crowdfunding, quand on donne quelque chose en plus. Donc, c'est-à-dire que vous faites votre podcast et puis les gens qui s'abonnent et qui donnent des petits sous, faut en plus produire un truc en plus pour eux. Donc, moi, j'étais là, non. Je me suis dit, je vais aller chercher du mécénat et de la subvention, puisque ce qu'on fait, c'est d'intérêt général, dans lequel il y a des politiques publiques. Sauf que c'est la jungle, ça pourrait être le boulot de 3 personnes à plein temps de trouver de la subvention et du mécénat. Je m'y suis mise vraiment pendant l'année dernière, globalement. Sur 10 dossiers, il y en a un qui a abouti. Et on les remercie, le soutien de la région Bretagne, qui m'a attribué une petite subvention sur l'année 2022-23, ce qui a beaucoup aidé, être un peu plus confortable, pouvoir investir, sous-traiter certaines choses dont on parlait juste avant. Mais c'est pas pérenne en fait, parce que s'il faut chaque année retourner chercher de la subvention, en fait c'est le hamster qui court dans sa roue. Donc je me suis dit, faut trouver un produit qui a de la valeur en soi, je vais pouvoir vendre sur un marché où il y a de l'argent, un marché qui existe. Parce que le marché du podcast, compliqué, vous l'aurez compris. Donc là, tu vas sur de la diversification.
peut dire ça. Et puis qui rejoint en fait le projet initial qui était un projet de scène. Souvenez-vous, on a parlé de ah mais je voudrais faire du stand-up et tout, et j'ai jamais complètement abandonné cette idée. Pendant que je lançais le podcast, j'ai suivi 1 an de cours amateurs à l'école du one man show. J'ai écrit et joué 2 sketchs. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire un spectacle, et si je vendais ce spectacle, il existe aujourd'hui. Je l'ai vraiment joué au bluff pour le sortir, ce spectacle, 2 fois de suite. Dit ouais, je suis capable de faire un spectacle. Une première fois, j'ai fait 20 minutes. Ensuite, j'ai repitché pour une grosse conférence Innovation Société qui se passe à Nantes tous les ans, qui s'appelle le Web Today, qui est un super événement. Si vous êtes à Nantes, allez-y, c'est génial. Même si vous n'êtes pas à Nantes, prenez le train, allez-y. Et donc, j'ai pitché le truc. Ils m'ont dit ok, combien de temps ça dure ton spectacle? Alors moi, au bluff, entre 20 et 50 minutes, sachant que j'avais 20 minutes d'écrite. Ouais, d'accord, banco, pour 50 minutes, ta carte blanche. J'avais 6 mois, donc je savais que c'était suffisant. Donc je l'ai écrit, je l'ai répété, je l'ai travaillé. Et donc en juin dernier, j'ai joué le spectacle devant 200 personnes qui ne m'ont pas jeté de pierre, qui ne m'ont pas insulté, qui m'ont dit que c'était chouette. Donc je me suis dit, hey, on tient un truc. Donc j'ai continué à le jouer. Aujourd'hui, je travaille avec un metteur en scène, une personne absolument merveilleuse qui s'appelle Diefa, que vous pouvez voir tous les samedis à la Comédie des Trois Bornes dans un one queer show incroyable. Ça a été un vrai coup de cœur artistique et humain avec lui. Voilà. C'est une petite déclaration d'amour, Diefa, si tu nous écoutes. Et aujourd'hui, on cherche vraiment à professionnaliser ce spectacle. Un spectacle-conférence, une conférence-spectacle que je cherche à vendre sur le marché de ce qu'on appelle la conférence professionnelle. Conférenciers, inspirants, les gens qui font des talks sur le leadership, l'innovation, l'audace en entreprise. Donc moi, j'essaye de me positionner sur ce créneau un peu moins de développement personnel quand même, un peu plus si vous avez vu ce spectacle, vous pouvez le voir, si vous êtes à Paris, il y a des dates publiques qui sont proposées, et j'essaye de trouver des dates ailleurs. C'est pas évident pour en reparler de la production du spectacle, un tout autre univers encore, mais qui est vraiment tiré du podcast où on parle de sexisme dans les moindres recoins. Le sexisme est là tout autour de nous, il nous entoure, il nous imprègne, il infuse en nous comme le glyphosate d'un tampon égaré au fond d'un vagin, et que ça nous influence forcément, et de comment on peut s'en sortir, parce que ce n'est pas une fatalité, et on parle aussi dans ce spectacle des solutions pour se sortir de là. L'image m'a fait mourir de rire. Bon, vous me voyez pas, mais depuis tout à l'heure, je hoche la tête et là, je me suis à moitié étranglée. Donc voilà, l'image est belle. Je sais pas si c'est le terme, mais écoute, en tout Donc cas, elle est si très vous parlante. voulez d'autres punchlines, venez voir le spectacle. Alors, est-ce que ça te dit qu'on revienne sur ces 2 ans de podcasting, puisqu'on est quand même dans ton épisode anniversaire? Et d'ailleurs, bravo, Marine. La plupart des podcasts s'arrêtent au bout de quelques épisodes. Et puis, on a eu pas mal de questions à ce sujet. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu retires humainement de cette expérience? Qu'est-ce que tu referais et ne referais pas? Quels conseils tu aurais aimé qu'on te donne? Et peut-être nous partager ta plus grande fierté. Allons-y. Alors, humainement, ça a été pas mal de rencontres. Si vous écoutez le podcast depuis le début, il y a 2 formats. Il y a un format décryptage. C'est les épisodes du début, ceux avec une vignette violette, qui sont le sexisme dans le déneigement des rues, la taille de poche des pantalons, le calcul du PIB, dans les plus récents, les toilettes, la mythologie, qui sont parfois en collaboration, comme le dernier sur la mythologie avec Noémie Fachan, super illustratrice du conte Médusa Gorgone. Allez-y, achetez ses livres, c'est merveilleux. Elle fait un super travail. C'est des épisodes qui durent 15-20 minutes. Au début, je voulais faire du 10 minutes. J'ai jamais réussi à tenir 10 minutes, à part le premier peut-être. Il y a ce premier format, mais qui représente un travail énorme, même si je suis de plus en plus efficace. Et quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, peut-être que j'aurais peut-être aimé qu'on me le dise avant, c'est de plus angler mes sujets. Moi, je viens du milieu universitaire, j'ai fait une thèse, donc il y a un côté, ah là là, il faut tout couvrir, thèse, antithèse, synthèse, et t'as oublié ci, et t'as oublié ça. Non, on fait pas une disserte. Donc il y a des épisodes sur lesquels j'ai passé un temps, mais l'épisode sur la préhistoire, j'ai lu 3 bouquins de paléontologues, parce que, et c'est une ligne auquel je me tiens, et ce qui fait que le podcast est apprécié aussi, c'est que c'est hyper recherché sur le fond. Je ne veux pas raconter des conneries, et je sais que sur ces sujets, si on se raconte des conneries, on se fait tacler très facilement aussi, donc c'est un peu un réflexe de survie. Mais c'est pas mon premier métier, la vulgarisation scientifique. On raconte pas n'importe quoi, on va chercher les sources, toutes les sources sont citées. J'ai souvent le retour de gens qui me disent « Ah oui, c'est intéressant, puis tu cites bien les sources, on sait d'où ça vient, c'est sérieux, etc. » Mais c'est énormément de travail. Maintenant, je pense que je fais un peu plus vite, mais un épisode de ce format, c'est 1 semaine de travail à plein temps, minimum, de recherche. Recherche, écriture, c'est le plus long. Et puis après, enregistrement, montage. Voilà. Donc, autant dire que c'est pas viable, et que dans l'économie de la création de contenu où on est, il faut nourrir la bête. Les algorithmes, tout ça. Et donc, je suis arrivée à la conclusion que si je voulais tenir, il me fallait
un deuxième format, plus rapide à réaliser, plus vite fait, mais bien fait. Et donc, c'est le deuxième format, le format C'est quoi? Un dérivé de quelque chose que je faisais sur Instagram, qui était des carousels, qui s'appelait Kezako. Kezako, tel concept. Kezako, le féminisme, le patriarcat, le mansplaining, le mansterupting, tous ces anglicismes. Aussi sur des thèmes intersectionnels, donc ça m'a permis d'aller sur des sujets LGBT+. On va sortir 2 épisodes bientôt sur des thématiques autour du racisme. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais j'avais besoin de trouver les bonnes personnes. Et ce deuxième format, tout de suite, j'ai pas voulu le faire seul, parce que j'en avais un peu marre de faire des trucs tout seul. Le modèle qui a émergé, c'est que des gens sont venus faire des chroniques au micro, des chroniques du sexisme ordinaire, sur des thématiques qui leur tiennent à cœur, dont ils sont spécialistes, avec ces créatrices, surtout des créatrices, hein, surtout des femmes, de contenu féministe. Les premières, il y a eu Noémie, avec qui on a fait l'épisode sur la mythologie après. Il y a eu Bettina Zorli du compte Je ne veux pas d'enfants, qui ont répondu présent. Et ce qui est incroyable, c'est que la plupart des gens, quasiment la totalité des gens à qui j'ai proposé de faire quelque chose m'ont dit oui, à ma grande surprise. J'étais là, mais ok. Aujourd'hui, il y a même des gens qui me contactent en mode ah tiens, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse un épisode sur tel sujet. Des gens qui, par exemple, je pense à Aline Jaillet qui vient de sortir un livre sur la voix des femmes, elle a fait un travail incroyable, une recherche de 4 ans, et avec qui on a fait un épisode sur Mansterupting et qu'on a coordonné avec la sortie de son livre. Ou pareil, l'épisode de Violaine de Philippis, Déposer plainte. Donc Violaine de Philippis, avocate ultra engagée sur les droits des femmes et qui a sorti un livre sur le traitement judiciaire des violences sexuelles. On a coordonné l'épisode avec la sortie de son livre. Donc c'est de l'échange de visibilité, et puis aussi le plaisir de faire des trucs ensemble en fait, et de porter des voix encore plus loin. Alors, ce que je trouve ultra intéressant, et j'étais en train de réfléchir en fait pendant que tu parlais, je me disais, mais pourquoi je t'ai pas vu sur un plateau de télé en fait? Parce que j'ai refusé. Ok. Alors j'ai eu l'opportunité, Violaine justement dont on parlait, qui a été pendant plusieurs mois porte-parole d'Oser le féminisme. Elle passait sur BFM très souvent, et je suppose qu'elle va continuer pour s'exprimer. Elle, vraiment, son créneau, c'est les violences sexuelles. Elle suit vraiment l'actualité des affaires judiciaires. Elle est à même d'en parler parce que c'est son métier, elle est avocate. Je lui parlais de ça, je dis mais comment tu fais? On te voit tout le temps à la télé, c'est un travail de fou. Est-ce que tu as fait du média training? Parce que moi je trouve qu'elle a une prestance devant les micros. Moi je me dis mais j'aurais trop la trouille. On sait aujourd'hui que les femmes, quand on s'exprime, on nous laisse rien passer. Donc aller sur un plateau de BFM avec un mec de Valeurs Actuelles en face, moi je suis admirative de ça. Je lui demandais mais comment tu fais? Est-ce que tu as fait du média training comme les politiques? Elle me dit ah non, pas du tout, il me suffit d'y aller, mais tu peux le faire, vas-y, si tu veux je donne ton nom. Donc de temps en temps j'ai des journalistes qui m'envoient des SMS, mais il faut savoir que dans le milieu des médias, surtout de la télé, c'est de l'instantané, c'est du maintenant pour tout à l'heure. Moi j'ai beaucoup de mal parce que justement sur un travail de temps long, de réflexion, aller intervenir sur un sujet que je maîtrise pas totalement, donc à ce moment-là, 2 jours plus tard, j'avais un journaliste: bonjour, est-ce que vous voudriez venir tout à l'heure à 16h, il est midi, pour parler de l'affaire Depardieu. En fait, là, j'ai frisé en mode mais non, mais je peux pas, mais il faudrait que je potasse le truc, mais j'ai pas le temps. J'ai dit non en sachant pertinemment que je me coupais l'herbe sous le pied, que je me privais d'une visibilité, et que des tas d'hommes C'est ce que j'allais médiocres dire. et incompétents n'auraient pas hésité. Mais on a beau savoir tous ces mécanismes-là, on s'en défait jamais complètement. J'espère qu'il y aura de nouvelles sollicitations, que là, je dirais oui. Et puis, il y a aussi un truc très concret, c'est qu'ils vous disent à midi, bonjour, est-ce que vous pouvez intervenir à 18h? Désolé, j'ai une vie, j'ai prévu quelque chose. Là, j'ai rendez-vous avec un client, c'est pas possible. Et on n'est pas à dispo de... Et donc, les journalistes se plaignent de on n'arrive pas à avoir assez de femmes dans les médias, tout ça, machin. Oui, demandez pas aussi non plus aux gens d'intervenir au dernier moment. Peut-être qu'il y aura plus de femmes. C'est vrai que c'est une réalité, ça, dans les médias, pour y travailler depuis un moment. On est beaucoup dans l'ère de l'instantanéité, et encore plus depuis quelques années. Et les personnes qui répondent présent très vite, sans se poser de questions, sont souvent les mecs. Pour parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Pas forcément, effectivement, sans se poser de questions par rapport à ça. Et c'est quand même un comportement très genré de se prendre la tête avec ça. Et moi, la première, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, pareil, j'ai été sollicitée pour aller en plateau, c'était pour Énergie 12, sur un sujet de faits divers que j'avais couvert, mais partiellement par article. Et je me suis dit, mais moi, je n'ai pas la légitimité de revenir sur toute l'affaire parce que, en fait, je l'ai seulement traitée en quelques articles. Alors que... Tu étais sûrement bien plus à même d'en parler que d'autres évidemment, personnes. voilà. Donc, avec le recul, je me dis, mais en fait, je pouvais totalement y aller et j'avais complètement la légitimité. Aujourd'hui, je pense que je dirais oui et que j'irai. Un peu comme tu disais au bluff avec le spectacle. En fait, à un moment, c'est aussi, je pense, réussir Ouais, à mais le se lancer. spectacle, j'avais le temps de le travailler. Je savais que Ouais, j'avais le temps et voilà. je savais que je pouvais le faire. C'est pas du tout la même temporalité. Et puis en plus, ce que tu disais est quand même une réalité. Tu traites d'un sujet qui est particulièrement clivant encore
aujourd'hui et qui, du coup, peut aussi t'exposer et Exactement. donc c'est un Et risque à c'est un risque, prendre, et c'est un médiatique risque qui derrière, existe. d'avoir, parce que les gens de BFM ou d'une autre chaîne de télé qui m'auront fait venir, ils seront pas là pour gérer le raid masculiniste sur les réseaux sociaux. Ils seront pas là pour gérer les messages, de haine, de harcèlement, d'appel au meurtre ou au viol, parce que c'est la réalité aujourd'hui des femmes qui prennent la parole, qui plus est sur les sujets de sexisme et de violence. On sait ce qui arrive aux femmes qui prennent la parole et qui contreviennent au stéréotype de une femme ferme sa gueule, hein, parce que globalement c'est ça quand même. Donc c'est un vrai risque. Voilà, j'ai certaines limites, il y a des choses que je suis prête à faire, pas à faire, et peut-être que j'y arriverai à un moment donné, mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Puis c'est vrai que, en fait, finalement, il faut aussi s'écouter. C'est quand même une autre dimension que tu donnes puisqu'effectivement, il y a une différence entre, être sur un podcast et être, visible, sur, un audimat, que tu ne maîtrises pas, qui ne fait pas partie de ta communauté. Tu es sur un domaine, qui est le féminisme, où en fait, on a derrière des raids, qui s'organisent, qui s'orchestrent, Et j'en ai déjà eu tu en as déjà eu. dans un registre très, très restreint, hein. Une fois sur une vidéo, tout d'un coup, je vois sur Instagram un nombre de commentaires incroyable. En particulier des commentaires juste emoji tasse de café. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors j'ai cherché Google, emoji tasse de café. Eh bien, dans le monde des masculinistes, ça veut dire women are stupid. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, je n'ai pas creusé plus. J'ai laissé tourner un petit peu parce que c'est quand même bon pour l'algorithme, hein, ça fait des vues, parce qu'en fait, Finalement. ces gens nourrissent la bête et commentant, ils signalent à l'algorithme que ce contenu est intéressant et donc ça le rend visible à d'autres personnes. Mais à un moment donné, j'ai fermé les commentaires en mode ça suffit. Et puis, j'ai eu une fois une fermeture de ma chaîne YouTube et une fois une fermeture de mon compte Instagram. Je pourrais jamais le prouver, mais une des hypothèses les plus probables, c'est que c'est des signalements en masse. Donc il faut savoir que ces gens sont très organisés, repèrent des comptes, les signalent en masse, et puis comme en fait c'est traité par des algorithmes et pas par des humains, les comptes sont fermés. J'ai eu de la chance de les récupérer très vite, c'est pas toujours le cas. De toute façon, à partir du moment où on est une femme et qu'on s'exprime de manière publique, je pense notamment à Léna Situation qui, à chaque fois, se retrouve dans la sauce. Elle avait une expression récemment sur ça en disant elle se comparait à une pomme de terre, un truc comme ça, puisqu'elle était constamment dans la sauce, chaque semaine, toujours pour des choses Oui, puis plus absurdes les unes que qu'on les autres. fasse, t'es trop grosse, ça va pas, t'es trop maigre, ça va pas non plus, t'es trop maquillée, ça fait pute, t'es pas maquillée, tu devrais faire un effort, tu hausses le ton, t'es une hystérique ou une castratrice, tu parles pas assez fort, tu devrais t'imposer. De toute façon, ça ne va jamais. Donc, moi, ma philosophie, c'est je suis moi-même et puis ça sera très bien comme ça. Un dernier mot peut-être sur les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou comment on peut t'aider pour la suite? Alors, les prochaines étapes, développer plus. Alors là, on va parler un peu de stratégie business. Aujourd'hui, j'ai un produit, le spectacle conférence. Je vends un petit peu, mais il faut que je passe à la vitesse supérieure en termes de développement commercial, parce que c'est pas du tout viable aujourd'hui, hein. Tout ça ne rapporte pas assez d'argent pour pouvoir plus sous-traiter, viabiliser le projet. Je parle même pas de me rémunérer, ça sera encore une autre étape. À côté, moi, j'ai une autre activité, hein, j'ai un autre métier. Donc, en fait, chronique du sexisme ordinaire, c'est à peu près la moitié de mon temps, mais c'est pas du tout la moitié de mon compte en banque. Je pense que c'est important de le réaliser parce qu'on consomme beaucoup de contenu à tout va, parce qu'aujourd'hui, c'est disponible gratuitement partout. On vit dans une espèce d'opulence décadente de contenu. Derrière, c'est énormément de travail. Et sur les petites créatrices ou créateurs de contenu comme moi, il y a un équilibre très fragile. Aujourd'hui, moi, j'ai pu parce que merci Pôle emploi. Voilà, ça a servi à ça quand même beaucoup parce que j'ai des compétences que j'arrive à vendre en freelance, mais mon activité freelance, elle est encore très fragile. Comme je n'y passe que la moitié de mon temps, forcément, j'avance moins vite que des gens qui y consacrent 100 ou 150% de leur temps. Donc, prochaine étape, pérenniser vraiment le business model autour de la vente du spectacle conférence ou de la conférence spectacle, que ce soit à des entreprises pour des séminaires. Là, on est le 9 mars, on enregistre. Hier, je jouais 8 mars dans une agence de communication voilà, qui avait acheté cette prestation pour l'occasion. Ça peut aussi être des villes, des festivals. Donc, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez envie de voir pour le prochain séminaire de manager un truc intelligent, appelez-moi. Je me déplace partout où il y a du sexisme, un micro et un chèque. Le travail gratuit n'est évidemment pas une option. Et puis, je réfléchis à un livre qui viendrait compléter cet écosystème réseaux sociaux, podcasts, spectacles. J'aimerais bien aller aussi sur de la production de vidéos plus pro, plus carré, faire de la vidéo de vulgarisation sur YouTube, comme C'est une autre histoire, par exemple, donc de Manon Bril, qui fait un travail fou. Moi, j'adorerais réussir à faire le même genre de travail. Mais aujourd'hui, la production de YouTube, c'est énormément professionnalisé. Le niveau est très, très haut et je me sens pas du tout d'y aller seule. Je voudrais le faire en ayant soit moi les moyens de produire et d'avoir une équipe avec qui travailler, soit être produit par une boîte de prod. On verra, ça serait peut-être un jour. Et puis, c'est juste avant l'étape comédie musicale.
Ok, très bien. Parce que je prends des cours de swing, voilà, tous les vendredis, c'est ma petite activité de loisir. Donc, ou alors, ça serait peut-être plutôt mettre du swing et de la chanson. J'aimerais beaucoup chanter sur scène dans le spectacle. Je pense par exemple aller voir ce spectacle merveilleux, Le Syndrome de Michel de Axel Dataouda et Tout le monde s'en fout, qui chante sur scène, ou faire quelque chose inspiré de Planète Boom Boom, grosse inspiration du moment. Planète Boom Boom, c'est un collectif d'alternativa qui met de la teuf dans les manifs et de la manif dans les teufs et qui fait bouger et danser sur des chants de manif. Allez découvrir leur travail. Ils ont en particulier une chanson sur le fret ferroviaire. Et oui, on peut danser et bouger ses fesses sur le fret ferroviaire. Et j'adorerais faire un truc comme ça dans le spectacle. Enfin voilà, c'est un peu les inspirations du moment. J'ai envie de te poser là quand même allez, 2 questions avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as des recos autres à nous partager? Parce que là, en fait, on a envie d'en avoir d'autres. Peut-être pour se lancer dans le podcast si on a envie. Alors, tu as parlé du livre de Pénélope tout à l'heure. Comment lancer son podcast? Et la deuxième question, est-ce que tu as des outils à nous partager qui t'aident vachement dans ton quotidien? Alors, reco pour se lancer. Donc, effectivement, on a parlé du livre de Pénélope Boeuf, les coulisses du podcast que vous pouvez encore écouter. Ménali Wong, elle a continué un autre podcast aussi qui parle de comment faire un podcast. Et puis, l'autre conseil, ça serait entourez-vous, allez discuter. Si vous êtes dans des grandes villes, vous allez trouver des gens qui font des podcasts. Vous pouvez les trouver en ligne. Il y a des communautés comme Eco Factory de Anne-Claire Lecat, qui a un podcast qui s'appelle Antipop, qui donne plein de conseils hyper utiles pour les podcasteurs, podcasteuses. Donc, vous pouvez trouver des communautés en ligne sur des serveurs Discord, des choses comme ça, discuter avec les gens. Il y a des tas de ressources. Google est votre ami. Comment faire un podcast, sincèrement, vous allez trouver les premiers éléments très facilement. Et puis des outils. Mon outil principal de travail pour ce podcast, c'est Reaper, qui est un logiciel de montage, qui est en plus un logiciel libre, qui vous permet de faire des choses assez poussées, de vraiment gagner du temps par rapport à des trucs comme Audacity. Je ne comprends pas que des gens fassent des podcasts sur Audacity. Enfin, sincèrement, arrêtez de vous pourrir la vie avec ce truc. Et j'ai commencé là-dessus. Voilà, on a tous fait ça, moi sur GarageBand, mais voilà, Reaper, ça permet vraiment de passer à une autre dimension. Et puis en plus, c'est un logiciel qu'utilisent les ingé son. Vous envoyez leur envoyer vos fichiers Reaper, ils sauront s'en dépatouiller. Et c'est un outil gratuit en plus. Et en plus, alors c'est la version d'essai et ad vitam aeternam, mais pour soutenir ce genre de projet, c'est quand même bien de payer je crois que c'est 60 €. On peut contribuer quand même. Bon, après, il y a des questions techniques de quel micro. Moi, j'ai une carte son, un micro, j'ai un Rode Procaster. Mais pour cette interview, j'ai emprunté le matériel de Claire Bonne, qui a un podcast qui s'appelle Encore. Elle interviewe des personnes âgées, mais pour parler du présent et du futur. Et c'est elle qui nous a très sympathiquement prêté le matos pour pouvoir faire cette interview dans de bonnes conditions. Et après, mon téléphone, beaucoup pour le contenu sur Instagram, par exemple, Canva pour la création graphique, ChatGPT de temps en temps pour du brainstorming ou des rédactions de posts, des choses qui... Je ne rédige pas les épisodes du podcast avec ChatGPT, je vous rassure. Je pense que d'ailleurs, j'aurais bien du mal à créer le prompt pour ça. Puis beaucoup de livres pour lesquels je me base. Les bibliothèques de la ville de Paris, parce que sinon je dépenserais beaucoup trop d'argent en livres. Et ça, ce sont des ressources qui sont complètement accessibles. Et ça, c'est hyper important, de le souligner. Voilà, et si vous voulez lancer votre podcast, sincèrement, la technique, c'est pas si compliqué. Vous pouvez commencer comme je l'ai fait avec l'épisode prototype, un téléphone, c'est vraiment facile. Ce qui est dur, c'est l'éditorial, c'est tenir le rythme. D'ailleurs, petite fierté, un épisode par semaine quasiment depuis plus d'1 an. C'est beau. Non, c'est franchement, félicitations. Et j'ai trop envie de citer la phrase d'Orelsan qui dit « Si tu veux faire un film, il te faut juste un truc qui filme ». C'est un peu pareil pour te lancer. Si tu veux faire un podcast, il faut faire un truc qui enregistre et vous pouvez le faire avec votre téléphone, quoi. Voilà, au moins pour commencer. Pour commencer. Et après, bon, moi, je tiens quand même à la qualité audio, mais des micros corrects, c'est pas cher, ça se trouve, vous pouvez emprunter. La barrière à l'entrée est quand même pas très haute. Eh ben, merci beaucoup Marine, j'ai été ravie de t'accompagner sur cet épisode. Merci à toi et merci à vous qui écoutez ce podcast et j'espère qu'on va continuer encore très longtemps. Donc là on est en avril, date à laquelle on diffuse. J'ai choisi de décaler la saison 3 des épisodes décryptage à septembre. Comme ça, je vais me caler sur un rythme scolaire universitaire de septembre à juin sur 10 épisodes, donc un épisode par mois. Mais les épisodes C'est quoi en 5 minutes continuent. Et j'ai même une petite idée qui commence à germer de 3e format, mais ça, il est encore trop tôt pour en parler. Le teasing. Et vous pouvez bien sûr venir voir le spectacle. Vous trouvez le lien avec toutes les dates dans le descriptif de l'épisode. Et encore une fois, je me déplace partout où il y a du sexisme, un micro et un chèque.